Voilà, et ce webinaire, il est consacré à l'énergie solaire photovoltaïque, que ce soit en toiture, en ombrière ou au sol. Voilà, je vous invite donc à... hop. Eh bien, je laisse la place donc à Philippe Caillon, vice-président du CIDELA, qui va représenter la région de Blain, qui est adjoint de Blain, qui va représenter aussi la SEM et qui va nous faire un petit topo introductif sur l'énergie solaire photovoltaïque. Bonjour à tous. Produire de l'électricité sur son bâtiment, son parking à partir de l'énergie du soleil, cela paraît naturel à la majeure partie d'entre nous, aujourd'hui, élus, collectivités ou citoyens. C'est de très loin le mode de production d'électricité le plus accessible et le plus répandu en nombre d'installations. En Loire-Atlantique, on compte quelques dizaines de parcs éoliens, mais plus de 11 000 installations de panneaux photovoltaïques. Pour nous, les collectivités élues, on peut ajouter d'autres éléments d'actualité. Des tarifs de soutien de l'État avantageux pour les acteurs en capacité d'investir. Une baisse très importante et régulière du coût des panneaux. Une prise de conscience croissante des enjeux de transition et un passage à l'action facile avec ce mode de production. En écho à nos concitoyens, une prise de conscience croissante du devoir d'exemplarité des collectivités, un intérêt économique et énergétique de l'autoconsommation. Le principe d'autoconsommer sa production d'électricité est sans doute la transformation actuelle la plus profonde du système énergétique. Avec l'autoconsommation, nous ne sommes qu'au début d'une longue aventure et nous aurons sans doute ultérieurement un temps dédié sur ce sujet. Pour débuter ce mandat, il nous a paru de bien reposer les bases d'un sujet qui présente de nombreuses spécificités et qui le rend relativement complexe. C'est pourquoi vous aurez dans la présentation suivante une première partie qui rappelle quelques généralités sur le contexte du photovoltaïque, une seconde partie qui exposera une méthodologie pour nous permettre d'établir à l'échelle de votre territoire et en particulier dans le cadre des PCAET, une stratégie concrète de développement du solaire sur votre territoire. Et enfin, pour la troisième partie, on se focalisera sur le patrimoine propre des collectivités, toitures, parkings et sites sur sol, et sur les accompagnements que le CIDELA et la SEM sont d'ores et déjà en capacité de vous apporter pour permettre une mise en œuvre de vos projets. Encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui. Profitez bien du webinaire et n'hésitez pas à poser des questions et à faire des remarques et des suggestions auprès de nos services. Bien, merci Philippe Caillon pour cette introduction. Donc, juste un petit point de rappel. Donc, nous sommes sur un cycle de 8 webinaires et que nous sommes au 6e webinaire sur l'énergie solaire et qu'il y en aura 2, mobilité durable et méthanisation et réseau de gaz. On aura l'occasion d'y revenir. Sans plus tarder, je vous propose de vous présenter donc les intervenants de ce matin. Donc, François Oran, qui est responsable développement et exploitation à la SEM CIDELA Énergie 44, en binôme avec Emmanuel Bourrien, qui est chargé de projet énergie renouvelable et innovation au CIDELA. Donc, ces deux intervenants vont se succéder pour vous présenter donc, le contenu de ce webinaire. Très bien. Donc, en effet, maintenant qu'on a vu l'ensemble des généralités, l'idée, c'est de savoir comment porter ce type de projet. On voit qu'il y a un intérêt à travers ce dernier sondage. Tout part, en fin de compte, au départ, d'une ambition politique pour répondre aux enjeux de transition énergétique. Alors, l'ambition politique qui peut être portée par l'État et qui doivent trouver une traduction territorialement à travers un outil qui s'appelle le plan climat, air, énergie territorial, qui est, ou d'autres documents assimilés pour les acteurs qui ne sont pas
qui ne sont pas obligés dans la phase de plan climat. Ce plan climat va définir des objectifs dits macro par filière. Et l'idée, c'est de savoir comment on va traduire ces objectifs de plan climat à travers une feuille de route, notamment pour la filière solaire, parce qu'on voit que ça peut se déployer de différentes manières. Et quelque part, en faisant cet exercice de tracer cette feuille de route, eh bien, vous êtes en train de dessiner ce qu'on pourrait appeler un plan solaire territorial, ou du moins de votre territoire. Alors, certains territoires aujourd'hui sont déjà dans cette réflexion. Vous avez Cap Atlantique qui a réfléchi, qui a quasiment posé les bases de son futur plan solaire. Vous avez la communauté de communes de Nozay, à travers son PLUI, qui réfléchit aux espaces productifs et à la localisation de ces éventuels projets. La communauté de communes Ardège, comme on va le voir à l'instant, et puis la communauté de communes de Clisson, qui est en train aussi d'amorcer une réflexion, un début de réflexion sur cette piste-là. Alors, certainement que d'autres territoires dont on n'a pas connaissance ont aussi envisagé cette piste. Et donc, l'idée, c'est de voir comment le CIDELA et la SEM peuvent vous accompagner dans la traduction de cette feuille de route et de ce plan solaire. Alors, à l'échelle d'Ardège, par exemple, on voit que le tableau en bas montre les réflexions qu'ils ont eues entre le potentiel théorique sur lequel le CIDELA avait contribué dans le cadre du plan climat. Ils ont traduit ça en potentiel réaliste et puis derrière, ils ont décliné les objectifs à l'horizon 2030 et 2050. Et la traduction très opérationnelle sur le terrain, finalement, de ces objectifs-là, ils ont fait plusieurs simulations et ils s'en sont arrivés à la conclusion que finalement, l'atteinte de ces objectifs ne serait pas complètement atteint juste par la couverture des toitures potentiellement équipables et que finalement, ils avaient aussi besoin de travailler et sur les ombrières et sur les sites au sol pour pouvoir avoir une chance d'atteindre ces objectifs. Alors, on voit bien que ce sont ces trois filières, hein, bâtiment, parking et site au sol, qui vont être la source de l'atteinte de vos objectifs de production d'énergie renouvelable sur votre territoire. Ces différents types de sites solarisables obéissent à des enjeux qui peuvent être communs pour certains d'entre eux, mais il y a différentes manières et méthodes d'action et de mise en œuvre de ces projets du fait de la particularité de ces sites. Alors, les points communs, quand même, les enjeux communs, c'est 3 critères fondamentaux pour réussir un projet solaire. C'est de bien identifier la surface exploitable par la structure centrale, de bien prendre en compte les dimensions structurelles sur quoi on va poser les modules et ce que ça va tenir, surtout. Et puis, la question de l'accès au réseau. Ça, ce sont trois points fondamentaux. Et on voit que, par exemple, sur la question de la surface exploitable, finalement, on va traiter ce critère à travers trois paramètres, un triptyque, hein, l'orientation, l'inclinaison et l'ombrage généré sur la surface d'étude. Ce triptyque, on va le retrouver à la fois sur la question des toitures, sur le parking ou sur le terrain. Alors, sur les toitures, ce sera peut-être les cheminées, les fenêtres de toit ou autres encombrements qui vont générer des ombrages. Sur du parking ou un terrain nu, ça va être la proximité des boisements, par exemple, qui vont générer des ombrages. Sur la question structure, eh bien, on a évoqué ça tout à l'heure, un instant, là, sur le complexe d'étanchéité, couverture, charpente. Là, c'est propre au bâtiment. Est-ce que la structure du bâtiment existant va tenir? Et quand on est sur du parking ou du site au sol, eh bien, finalement, ça va être le type de sol qui va permettre d'adapter ou pas les fondations pour que les structures photovoltaïques tiennent. Et puis enfin, sur la question de la proximité, de l'accès au réseau, finalement, c'est les mêmes critères, c'est la proximité et la capacité du réseau à absorber la production, et ça, c'est directement corrélé à la puissance que l'on veut injecter sur le site d'étude. Finalement, quand on va identifier ce gisement et la surface d'implantation, eh bien, ça va nous définir le potentiel de la zone d'étude. Et pour cela, le CIDELA a travaillé sur 2 outils pour vous aider à piloter finalement ces axes de réflexion. Le premier outil, c'est l'Atlas solaire et le deuxième, c'est le cadastre solaire. Alors, 2 outils, parce que le cadastre solaire, c'est quelque chose que je pense la plupart d'entre vous avaient connaissance. C'est vraiment un outil qui est très adapté, notamment au bâtiment, et puis par extrapolation un petit peu au parking, puisque finalement, cet outil permet de qualifier la qualité d'un ensoleillement sur un site donné, un site connu à l'avance. C'est les bâtiments que l'on connaît, et toutes les constructions, et les parkings, qui sont pour la plupart de plus en plus identifiés, on va dire, par des bases de données cartographiques. Et donc,
On sait où se trouvent les bâtiments, on sait où se trouvent les parkings. Finalement, il suffit de savoir quels sont les ombrages, l'inclinaison et l'orientation pour chacun de ces sites particuliers. Et c'est ce que va offrir le cadastre. À l'inverse, pour les sites au sol, on ne sait pas a priori où sont les sites dégradés les plus pertinents. Et donc, il y a un travail en amont à réaliser pour identifier ces sites potentiellement pertinents avant de pouvoir l'intégrer au cadastre. Donc, sur l'atlas au sol, l'atlas solaire, pardon, consacré au site au sol, le travail est en phase exploratoire depuis à peu près 1 an maintenant. Le CIDELA a produit une cartographie générale de tous les sites potentiellement dégradés, mais sur lequel finalement, il va falloir creuser, investiguer davantage chacun des sites pour savoir s'il est réellement pertinent et compatible ou pas avec du solaire. La première approche plus précise, c'est de faire un contrôle par photo aérienne pour voir s'il n'y a pas le terrain est en mutation, s'il n'y a pas eu des constructions qui arrivaient, s'il n'y a pas des boisements ou des zones des obstacles à l'implantation de ce type de solaire. Et en faisant le test de cet outil-là, on s'est rendu compte qu'il fallait mener une 3e étape qui était un contrôle, un repérage sur le terrain pour vraiment bien qualifier la pertinence ou non de chacun des sites, parce que pas mal de paramètres peuvent nous échapper à la phase de contrôle photo aérien. À l'inverse, sur le cadastre solaire, là, les bâtiments, la base de données bâtiments, elle est connue, la base de données parking, elle est connue, et donc, finalement, on va aller un petit peu plus loin, puisque sur les toitures, on va pouvoir identifier les toitures les plus propices par rapport à d'autres, et puis même les parties des toitures qui sont les plus propices. On pense notamment au pan sud vis-à-vis des pans nord. De la même manière, on va pouvoir, en connaissant quelle est la typologie du bâtiment, on va savoir aussi quel est le type de consommation, et donc on va pouvoir faire des premières comparaisons avec la vente totale, l'autoconsommation, parce que là, il y a une consommation directe sous le bâtiment. Sur les parkings, on va pouvoir identifier les parkings plus facilement, ceux qui sont bien exposés, bien orientés, et puis aussi la question de la propriété, si c'est public ou si c'est privé, parce qu'on n'intervient pas de la même manière quand on est une collectivité. Et puis enfin, sur la question du terrain, c'est tout le travail qui va nous rester à faire une fois que l'atlas solaire sera réalisé. L'atlas solaire, il se présente de cette manière-là. Là, c'est encore un test qu'on a fait sur Erdre et Gèvres pour les aider à piloter leur plan climat, notamment leur feuille de route. Tous les petits carrés que vous voyez, ce sont des sites, des zones en tout cas, sur lesquelles on a une présomption de sites dégradés parce qu'on a croisé énormément de bases de données nationales, de sites pollués, de sites industriels qui amenaient une information sans pour autant en être sûr à 100% qu'il y aurait vraiment un site à dégrader à cet endroit-là. En tout cas, ça permet de focaliser un petit peu le regard. Et puis, on a positionné notamment aussi les zones d'activité pour voir s'il y avait une corrélation entre les zones d'activité et les sites dégradés. Troisième paramètre, on a intégré aussi la distance au réseau, en partant du principe que plus on est proche du réseau, plus ce sera facile de raccorder la centrale photovoltaïque. Et donc, mis bout à bout, une fois qu'on a fait l'analyse par photo aérienne et le contrôle terrain, finalement, on s'est rendu compte que sur l'ensemble des sites investigués, quasiment 85% n'étaient pas favorables à faire du solaire et qu'à l'inverse, il y avait 15% de sites favorables. Alors, comment ça se traduit? On a 2 grandes familles de sites dans les sites favorables potentiellement intéressants. D'abord, les grands sites, ceux qui font plusieurs hectares, entre 5 et 15 hectares. On va retrouver, ceux-là, ils sont assez évidents à trouver sans passer par l'outil cartographique. Ce sont les anciennes sablières, les anciennes carrières. On a la particularité sur Fait de Bretagne d'avoir le circuit automobile où on voit qu'il y a des interstices au milieu. Peut-être que ça pourrait être compatible. Encore une fois, il faudrait en discuter avec l'exploitant. Aujourd'hui, on est sur une phase un petit peu hors sol. Mais l'Atlas nous a permis aussi d'identifier un certain nombre plusieurs de petits sites. Autant les grands sites, on les connaît, mais il n'y en a pas sur toutes les communes. Autant les plus petits sites, là, on s'est rendu compte qu'il y en avait quasiment sur toutes les communes. Et donc, ça permettait peut-être de créer une première typologie de sites sur lesquels on n'avait pas forcément d'idée que c'était compatible avec du solaire photovoltaïque. Première famille de sites identifiés, ce sont les familles des zones d'activité. Les discussions qu'on a pu avoir avec le territoire, en l'occurrence Erdre et Gèvres, nous a fait penser quand même qu'il pouvait y avoir un potentiel conflit d'usage à venir avec le projet politique, en tout cas de poser le zéro artificialisation nette à l'échelle du département, et que finalement les dents creuses au sein des zones d'activité étaient peut-être stratégiquement incompatibles avec le solaire, privilégiant peut-être l'installation, l'accueil de nouvelles entreprises dans ces zones-là.
Autre typologie de site, ce sont les abords des stations d'épuration. On voit qu'à chaque fois, quasiment sur chaque station d'épuration, il y a toujours quelques dizaines de milliers de mètres carrés qui sont, oui, dizaines de milliers de mètres carrés qui sont aux abords potentiellement intéressants pour mettre du solaire. Et là, la consommation d'une station d'épuration peut aussi envisager de faire un projet en autoconsommation. On a aussi identifié d'autres typologies de sites que sont les zones de dépôt, les zones de friche, de stockage, qui sont plus ou moins utilisés soit par les services techniques de la commune, soit par d'autres acteurs. Et ça, l'outil permet de les identifier et donc de se poser la question de la pertinence ou non de ce type d'installation. Au final, on avait repéré comme ça plus de 61 sites, dont la moitié était du foncier public, l'autre du foncier privé, et que sur les 61 sites, finalement, la moitié était plutôt favorable à l'accueil de ce type d'opération. Aujourd'hui, l'outil, donc, on l'a testé. Et on s'est rendu compte que pour aller plus loin, il va falloir qu'on travaille à une réflexion partagée, notamment avec la Chambre d'agriculture et aussi l'État, puisque chacun de son côté pousse des intentions qui sont pas forcément, qui peuvent être contradictoires les uns avec les autres, et que nous, en tant que représentants des élus locaux, il est important d'essayer de construire une vision des acteurs territoriaux qui soit partagée entre ces différentes composantes. L'objectif est, dans les 6 mois, d'essayer de construire à travers un outil commun. Donc, on apporte nous l'outil qu'on a mis en œuvre dans la réflexion collective avec la Chambre d'agriculture et l'État pour définir des critères de sélection de sites au sol qui pourraient, dans la finalité, ça serait de pouvoir vous les communiquer au sein des territoires pour que vous puissiez, à votre échelle, hiérarchiser, supprimer, mais en tout cas partir d'une base de données où il y a déjà un consensus avec l'État et la profession agricole. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place, je pense, d'ici, c'est un petit peu plus long forcément, donc c'est d'ici, à mon avis, septembre-octobre. À ce jour, en tout cas, la SEM Sidela Énergie 44 peut aujourd'hui, alors c'est à la demande, on le fait pour quelques communes qui nous demandent, notamment elles sont hyper sollicitées par des opérateurs privés. On identifie donc les parkings, les sites dégradés sur la base de cet outil, et puis on fait le ménage avec les élus de la commune qui sont intéressés par le sujet. Et puis derrière, ça peut déboucher sur la réalisation de projets, soit sur des parkings en ombrière, c'est ce qu'on verra dans la partie 3, soit sur du foncier sur site dégradé. Alors l'articulation avec le cadastre, là on repart de l'Atlas, on retrouve nos petits carrés de tout à l'heure, les sites dégradés. En orange, ce sont les parcelles qui contiennent les sites dégradés. On voit que si on zoome sur ce secteur-là, sur la commune de Trignac, eh ben, on se retrouve sur l'ancien crassier des forges de Trignac, qui est un site assez préférentiel sur lequel il n'y a pas d'incompatibilité avec l'activité agricole. Mais vous avez vu qu'au sud de la zone du crassier, il y a des habitations. Et c'est là, typiquement, que le cadastre solaire va faire son travail, puisqu'il va permettre, si on zoome sur le secteur, de qualifier l'ensemble des toitures, voire même des parties de toiture qui sont plus ou moins compatibles avec la pose de panneaux solaires. Donc là, on a le gisement solaire, la production attendue par mètre carré. Et évidemment, on peut transformer cette production en puissance mobilisable. Vous avez vu tout à l'heure que les tarifs de soutien sont liés à la puissance. Entre un 3 kg ou un 100 kg, on n'a pas le même tarif. Ben, l'outil permettra finalement de passer de puissance à production facilement et donc de pouvoir orienter l'aide et le déploiement de ce type de centrale. Donc là, c'est la même visualisation sur un quartier mixte où on voit que les bâtiments tertiaires offrent de fait un potentiel plus important en termes de puissance mobilisable. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'adossé à cette cartographie, le cadastre va pouvoir identifier d'une part les parts de toiture ou de pans de toiture qui sont mieux exposés au rayonnement solaire. Donc on voit par exemple que 62% des pans de toiture sont plutôt faiblement éclairés sur la commune de Trignac, et qu'à l'inverse, le reste des pourcentages est plutôt meilleur pour les autres bâtiments. Et puis que finalement, quand on fait sur le dernier histogramme, tableur, pardon, on se rend compte qu'avec 70 bâtiments, 70 derniers bâtiments représentent plus d'un tiers du potentiel solaire mobilisable de la commune de Trignac. Et ça permet de tout de suite identifier quels sont les bâtiments qui offriraient un meilleur rendu pour l'atteinte des objectifs dans un laps de temps raisonnable. Ce cadastre solaire départemental, il est en cours de construction. Aujourd'hui, les élus du CIDELA ont fait le choix de prendre à 100% en charge l'outil. Donc c'est vrai que c'est conséquent à l'échelle des EPCI. À l'échelle du département, on fait une économie d'échelle et l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition gratuitement cet outil
d'ici cet été. Donc d'abord, il y a 3 EPCI pilotes en avril et puis d'ici juillet pour les autres. On va pouvoir vous prévenir un petit peu de l'avancée de ce cadastre avec le déploiement et l'animation territoriale qu'il convient de mettre en œuvre pour faire vivre ce cadastre d'ici un mois et demi, à travers la production de courrier et certainement aussi d'un webinaire spécifique sur le cadastre. À ce jour, le CIDELA peut quand même, à travers son dispositif solaire que va vous présenter Emmanuel, identifier à la demande des toitures publiques. On voit que le cadastre il traite de toutes les toitures possibles, même les toitures industrielles, les agriculteurs, etc. Mais aujourd'hui, d'ores et déjà, sur les toitures publiques, le CIDELA est en capacité de vous accompagner à la réalisation de ce type de projet. Donc, on va passer du coup à la phase 3 de la priorisation, comment on va mettre en œuvre ces projets. Ça va dépendre en fin de compte de la typologie des projets, bâtiments, ombrières ou au sol, du type de propriété aussi, s'ils ont des propriétés publiques ou privées, et donc différents modes de développement et donc de modèles économiques associés, et donc différents types d'accompagnement du CIDELA ou de la SEM dans ce type de projet. Alors, au vu du temps imparti, nous prendrons plutôt les questions si on y arrive plutôt à la fin du webinaire. Et je vais laisser Agnès pour conclure. Oui, alors très rapidement, pour rester à peu près dans le temps imparti, merci déjà aux collègues d'avoir respecté ce temps. La présentation était très très dense, on n'a pas pu prendre beaucoup de vos questions, donc je suis désolée par avance, mais nous avons pu apporter quelques réponses à vos questions via le chat. En tout cas, vous avez vu, je pense qu'à travers ce webinaire, il y a des moyens pour vous accompagner du côté de la SEM et du côté du CIDELA. Donc, vous avez plus d'informations, je pense, à l'issue de ce webinaire pour savoir un peu vers qui vous tournez et qu'est-ce que vous pouvez attendre comme accompagnement précisément, sachant que le contexte, il est évidemment favorable tant au niveau national qu'au niveau réglementaire du coup, et la filière elle est mature pour mettre en place ces projets. On a des retours d'expérience bénéfiques et profitables pour les porteurs de projets d'aujourd'hui, des projets citoyens, des projets pilotés par les collectivités. Donc tout l'environnement est effectivement extrêmement favorable pour concourir à l'échelle d'une commune à la mise en œuvre de l'accord de Paris, de l'accord mondial sur le réchauffement climatique, pour répondre aux objectifs fixés par la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc tous les efforts sont bons à prendre. En tout cas, nous vous remercions pour votre attention et d'être restés avec nous jusqu'au bout. Nous vous invitons à répondre encore une fois un questionnaire, mais cette fois un questionnaire de satisfaction sur le webinaire pour nous améliorer toujours davantage. Sachez que le prochain webinaire sera consacré à la mobilité durable et elle aura lieu, ce webinaire aura lieu le 19 mars et nous clôturons par le webinaire sur la méthanisation des réseaux de gaz et la chaleur renouvelable le 26 mars. Vous avez aussi la possibilité de retrouver tous les contacts des intervenants d'aujourd'hui par thématique. Donc, vous avez ici affiché les différents contacts des intervenants que vous avez pu voir s'exprimer aujourd'hui, ce matin, Emmanuel Bourguin, François Oran. Il y a également Stéphane Renaud sur l'aspect projet donc photovoltaïque. N'oubliez pas donc de participer aux différents sondages. Merci à vous, à bientôt et bon appétit et bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.